Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Moussa Moïsila, Tamba Milimuno, Roby, Lamine Guérassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée, sur Espace TV. Vous nous regardez là évidemment sur les bouquets Canal+, Star Time, entre autres. Vous êtes aussi sur SES5. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Comment se porte la Guinée en ce lundi 8 juin 2020. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Plusieurs mots s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ça se passe là. Hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans la deuxième partie de cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. À la une, il faut le dire, il n'est pas à sa première au Mali. L'histoire politique donc ne s'écrit plus sans lui, il faut le dire. Prêcheur charismatique et leader religieux influent, sorti donc au droit des facultés saoudiennes. L'imam Mahmoud Dicko mène de nouveau une fronde contre ce qu'il appelait en septembre 2019 une gouvernance catastrophique de l'État malien. Vendredi dernier, à la tête donc de plusieurs milliers de Maliens, bravant donc le risque d'une contamination au coronavirus, le puissant homme de Dieu, devenu donc politique avec la coordination des mouvements, associations et sympathisants, donc a demandé le départ du président Ibeka, réélu il y a seulement 2 ans. Et qu'est-ce qui nourrit une telle démarche? Quelles sont donc les chances que le mouvement aboutisse? Nous posons toutes ces questions ce matin. Et quels sont les risques pour l'État malien, prisonnier donc d'une crise sécuritaire? En direct ce matin dans cette émission Les GG, nous allons avoir donc Issa Kaou, il faut le dire, Ndim, coordinateur donc de mouvement, association et sympathisant de Mahmoud Dicko. Abdoulaye Koulibaly, député du RPM, parti présidentiel. Ils vont s'exprimer ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Peut-on parler du dilemme de policiers par ces jours de manifestation contre les bavures policières sur les Noirs? Nous posons cette question ce matin. C'est en tout cas le débat philosophique posé à la croisée du devoir de protéger donc le citoyen et la vocation donc du maintien d'ordre chez les hommes en uniforme. Une dualité donc qui s'aggrave en Occident, notamment en France, pour les Noirs agissant donc dans les unités de maintien d'ordre, à devoir choisir donc entre leur origine et la République qu'ils ont juré de défendre. Quel choix à faire pour le policier issu de la minorité? Nous posons ces questions ce matin chez les GG. Abdoulaye Kanté, il faut le dire, il est policier dans les Hauts-de-Seine en France. Vous allez l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée avec cette équipe. Bienvenue, bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ça va? Je vais très bien. Le week-end à Conakry. Beaucoup de sommeil, un peu de lecture et de nourriture aussi. Justement. Voilà. Je l'ai appris. Et puis, voilà, l'église, on a suivi ce prêche que tu permets. Merci d'ailleurs. Voilà. Allez, et ça se passait, il est là aussi, hein, on va le dire bonjour, hein, voilà, sinon ça va aller. Allez, Patatra, bonjour. Patatra, Lamine Guérassi, comment vous allez? Moussa Moïsila, comment ça va ce matin? 4 épingles. Vous êtes bien habillé, mais vous êtes attaché, hein? Comment on le dit chez nous? Il faut de temps en temps. Mais pourquoi? Quel honneur? Quel honneur, parce qu'on est lundi, Moussa. Allez, ça s'est passé hier sur Radio Espace. Ceci est parti de quoi? Du constat que nous avons fait et de la gérance de notre lutte que nous avons eu pour les années précédentes. Il vous souviendra quand j'ai remplacé le président Kerfala KPC Kamara. Avec tout ce qu'il a traversé comme difficulté, moi, je ne m'étais pas engagé à prendre la lutte professionnelle de football. Mais avec la demande de mes frères, présidents de club et membres du bureau exécutif de la Ligue professionnelle de football, j'ai accepté de prendre pour la circonstance la Ligue professionnelle de football. Sachant les difficultés qu'il a traversées. Si le football guinéen n'est pas subventionné par l'État, c'est la guerre que je suis en train de mener avant même que je n'occupe cette fonction de président de Ligue. Je le dis encore, je suis l'un des rares présidents qui critique l'État guinéen par rapport au football. Le gouvernement ne s'intéresse pas au football guinéen. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il fallait passer par les sponsors, mais aussi que l'État mette la main dans la poche pour pouvoir jouer le football. J'ai critiqué combien de fois? Aujourd'hui, quand les politiciens sortent dans la rue, on dit il y a ceci, il y a cela, pour parler de la politique.
Mais si on veut développer notre pays sur le plan sportif, il faudrait bien que l'État accepte de mettre la main dans la poche. Mais si l'État ne le fait pas et que les enfants restent à la maison sans jouer le football, ils vont aussi sortir dans la rue. C'est ce que j'ai toujours dit. Est-ce que, avec la réticence de l'État, est-ce que vous continuerez toujours à supporter, à être président de la Ligue guinéenne du football professionnel? Mais c'est ce que j'ai dit. Je rends le tablier. J'ai dit à tous mes collègues, je rends le... Parce que je n'ai pas de l'argent pour donner au club pour que le club joue. Voilà. Au moins c'est clair, hein. Mathurin Bangoura hier dans Foot Express sur Radio Espace Guinée, mon cher Tamba Zakari Milimono. Pourquoi tu souris? Écoute, j'ai bien quelque chose à dire là-dessus. Ouais. Alors, je pense qu'il le dit sans embâche. Ouais. Premier constat que je fais, vous avez suivi le ton avec lequel il s'exprime là-dessus, un monsieur exténué. Ouais. Mais on le sent, le sent très très clairement. J'ai même envie de dire désespéré et désemparé par rapport à cette situation qu'il décrit. Alors, plus loin, il va d'ailleurs expliquer que, en dépit de plusieurs correspondances, plusieurs courriers adressés au ministère des Sports, adressés à la primature, et regrettant le fait que la Guinée, qui a quand même ici sur notre territoire plusieurs sociétés minières qui peuvent être vues engagées dans le cadre de ce soutien au football guinéen, lui, il ne comprend pas que rien ne soit fait dans ce que moi j'ai envie de dire, la pépinière du football guinéen. Ce qui est d'autant plus révoltant dans cette situation, et que je comprends parfaitement, ce qui me fait comprendre et cette position du président de la Ligue guinéenne de football professionnel, Mathurin Bangoura, ce qui me fait comprendre ça, c'est que vous voyez, quand il y a CAN, on mobilise des milliards de francs guinéens. Quand il y a une CAN, c'est-à-dire que, et d'ailleurs vous avez suivi la dernière CAN en Égypte, avec cet audit qui, finalement, on ne sait plus ce qui en a été. Ouais. On nous a parlé de cette soixantaine de milliards de francs qui avaient été déboursés dans le cadre du soutien au Sili national de Guinée. Jusque-là, on ne sait pas ce qu'il en est officiellement. Ce qui est important à relever aujourd'hui dans ce propos-là, c'est que Mathurin constate qu'on veut des résultats là où on ne se donne pas la peine de semer. Le vrai football qu'il faut cultiver en Guinée pour qu'il soit professionnel, c'est un football d'école. Ouais. C'est un football que l'on apprend. Ce n'est pas quelque chose d'improvisé, comme ça se fait jusqu'à date. Et donc, quand il n'y a pas de moyens à la base, il ne faut pas espérer que plus tard, la Guinée se classe bien au niveau africain, au niveau mondial dans le cadre du football. Et donc, c'est tout à fait logique de voir qu'on soutient le football in fine, alors qu'au départ, il est totalement lâché. Première observation. La deuxième observation, c'est que ce qu'il ne dit pas, c'est que le soutien à ces équipes en Ligue 1, finalement, dans la préparation de nos équipes, le soutien, il vient des poches de ceux-là que l'on appelle présidents de Ligue guinéenne de football professionnel. Il y a le cas de KPC, on en discutait tout à l'heure avec... Effectivement, avec qui a été d'honneur, le Ponge quand il était président. On sait dans quelles conditions est-ce qu'il est parti. C'est justement en fracas. Et donc aujourd'hui, il y a Mathurin Bangoura, on se retrouve dans la même situation, la même rengaine, parce que le problème n'a pas du tout été réglé. Et encore une fois, c'est important de savoir, on ne peut pas soutenir le football guinéen de poche de particuliers comme ça, qui, en plus de leur temps, en plus de leur expérience et de leur savoir-faire, doivent mettre la main à la poche pour financer chacune de ces activités. C'est impossible de parvenir à de vrais résultats lorsqu'on n'a pas daigné semer. Je pense que c'est une règle de la vie. On ne moissonne pas quand on n'a pas semé. Autrement, on devient voleur. Ouais, bien dit. Tamba Zakari. Il y a un véritable problème du côté de la Ligue, mon cher, parce que je ne vais pas comprendre. KPC, il n'est même pas resté 2 ans à la tête de cette Ligue. Il a jeté le ponge et tout. Donc Mathurin, aujourd'hui, qui se plaint aussi, finalement... Lui qui n'a pas fait 2 ans. Parce que KPC est parti en août 2018. Et là, nous sommes en juin. Mathurin aussi s'en va. Je crois que les raisons invoquées à l'époque
l'époque par KPC sont similaires à celles que nous entendons dire Mathurin Bangoura. Je crois qu'il y a un problème, et de toutes les façons, parce que KPC, lui, il avait, selon nos informations, pointé du doigt la gestion de Antonio Soare. Mais Mathurin, lui, il pointe du doigt directement le gouvernement. Je crois qu'il y a une question de perception. Le gouvernement pense que la Ligue, ce sont des clubs, donc ce sont des associations, donc elle doit être en mesure de gérer elle-même ces secteurs. Mais je me dis que ce sont des associations qui se sont créées pour aider l'État. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est vrai, les gens, ils sont autonomes, ils décident eux-mêmes de créer des clubs de football, de les encadrer, de les financer, de les faire participer à des compétitions ici au plan national, mais également au niveau africain. Mais il ne faut pas l'oublier, s'ils le font, ils le font pour aider l'État. En retour, l'État doit pouvoir mettre la main à la poche pour contribuer, n'est-ce pas, à ce que ce football-là puisse avancer. On ne peut pas avoir un ministère des Sports qui va avoir pour seule activité la CAN. C'est-à-dire quand le Sili s'est qualifié pour participer à une compétition internationale où nous avons des clubs, non pas des clubs même, mais des équipes, le Sili dans ses versions senior, junior, qui s'est qualifié pour des compétitions au niveau africain. Là, on se mobilise, on va à la rencontre des personnes, il y a une grosse campagne qui est derrière, alors qu'il y a un travail qui doit être fait en amont, et ce travail-là, il doit être fait avec les clubs. Les clubs pour travailler sur le plan technique, sur la mobilisation à l'intérieur, et l'État quand même pour financer. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, et je pense que c'est vrai. Pour ceux qui estiment que l'État ne peut pas tout faire, c'est vrai, l'État ne peut pas tout faire. Il faut se tourner vers les sponsors, il faut se tourner vers d'autres mécènes qui peuvent, n'est-ce pas, accompagner le secteur. Mais encore une fois, les autres ne peuvent venir que lorsqu'on sent que l'État a la ferme volonté de faire avancer des choses. Je crois qu'il faut vraiment que le football soit financé à la base. Si ce n'est pas cela, on pourra avoir plusieurs présidents de ligue de football. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien parce que les gens ne peuvent pas s'appauvrir. Il y a une question d'argent qui est derrière. KPC, la raison fondamentale, c'est que c'est lui qui donnait de l'argent. Et je crois que Mathurin aussi, c'est la même chose. Là. Justement. Allez-y, mon cher Moussa. Oui, je trouve que Mathurin a tout à fait raison. L'insignifiance, la platitude, si je peux me permettre, de notre équipe nationale, celle que tout le monde aime regarder, le Sili national de Guinée, trouve leur origine au niveau de la non-existence ou la quasi-médiocrité du championnat national. Parce que, encore une fois, en football, pour ceux qui le savent, il n'y a pas de miracle. Ça se travaille depuis la base. Moi, je ne peux pas comprendre que l'État, le ministère, en tout cas le ministère des Sports, puisse, face à une question aussi cruciale pour le devenir de notre football guinéen, puisse être puisse se murer dans un silence monacal. Je ne le comprends pas. Parce que le fait d'attirer l'attention de l'État ne date pas d'aujourd'hui. Les plaintes ont commencé, KPC l'a fait moins parce qu'il n'est pas sorti de façon aussi fracassante. Mathurin l'a fait parce qu'il est d'un tempérament tout autre. Mais je trouve que c'est un cri de cœur qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais comment voulez-vous alors que nous puissions avoir une équipe nationale qui rivalise avec d'autres sur le continent? Comment voulez-vous que nous puissions dans 5 ans, 10 ans organiser des compétitions à l'échelle continentale qui puissent amener l'équipe nationale à avoir des résultats? Comment est-ce possible quand nous n'avons même pas de championnat? Et tout cela se répercute sur le traitement de nos joueurs nationaux qui sont là, les conditions dans lesquelles ils évoluent, tout. Regardez les bus que les grandes clubs bénéficient des moyens qu'il faut, des moyens adéquats pour pouvoir mettre ces moyens techniques, la logistique à la disposition de leurs joueurs. Il n'y en a pas. Je voyais, je ne sais pas c'est quelle ville, si c'était Télémile ou quoi, qui avait son équipe, son club dans un Magbana, mais complètement défait, dont la seule envie, c'était de rester encore une fois en vie, parce que tout simplement, il n'y avait absolument rien sur le Magbana qui prouvait que c'était un minibus dans lequel on peut mettre des personnes, surtout des joueurs. Moi, je trouve que c'est une honte pour notre pays. Scandale géologique, des sociétés minières qui foisonnent, qui poussent comme on n'en pas finir. Quand vous prenez sur le continent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, surtout, vous avez des sociétés comme si on les contraignait, mais qui mettent la main à la poche
mais de façon extraordinaire. En Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ici, ce qui intéresse l'État, je ne sais pas, mais les sociétés qui existent, qui sont là, qui évoluent, mais allez-y à Bokeh, faites un peu la liste. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas quand même de société là-bas capable, si l'État s'y met, si le ministère des Sports s'engage, il n'y a pas de société minière là-bas capable de mettre de l'argent sur le tablier afin de permettre à nos clubs, à notre ligue professionnelle de pouvoir jouer son rôle. Je trouve simplement que c'est une démission de la part du ministère des Sports. Le secrétaire général, Fodeba Istokera, doit faire de cette question une priorité. Sinon, après Mathurin, celui qui viendra encore va démissionner. Parce que tout simplement, si ça continue comme ça, c'est quand même l'enfer. C'est le seul pays en Guinée où vous voyez le président de la Fédération guinéenne de football, qui est président d'un club de football, qui est obligé, face à ses clubs même concurrents, de prendre de l'argent de sa poche. Les grandes gueules. Contactez-vous un peu de ça. Qu'est-ce que vous allez faire face à son équipe? Sacré Moussa. Ben ouais. Les grandes gueules. C'est quand même le président de ce club qui nous a donné un peu. Si on bat son équipe. Si on bat son équipe, on les dribble d'une certaine manière. Est-ce qu'on aura le transport retour? Les grandes gueules. Il faut une certaine indépendance. Moussa Moïse Silla, vous êtes chez les GG. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons, la liberté d'expression et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même, nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous regardez à la télévision. Vous nous écoutez en bande FM du côté de Kindia sur 99.7, même fréquente en Zérékoré, à Bokeh, mais aussi du côté de Labé. On parle de Covid-19 ce matin, mon cher Moussa Moïsila. Et cette question, oui, et Tamba, voilà, avec cette question évidemment. Faut-il se réjouir des chiffres en Guinée? Alors désormais, on peut quand même se poser la question, avoir le ralentissement, au moins en termes le ralentissement en termes d'infection. De propagation. En termes d'infection, oui, donc de propagation. Ouais. Voilà. Ce qui y a la mine, c'est qu'il faut commencer par constater que plusieurs fois dans ce studio et même sur d'autres canaux, il a été fait le reproche à l'ANSS de ne pas faire assez de tests. Ces derniers jours, on a vu une réelle progression des tests. Alors qu'on faisait 100 tests, 120 tests, 125 tests par jour, aujourd'hui, on est allé à plus de 600 tests par jour. Ce qui est intéressant, déjà dans ces chiffres-là, vous vous rappelez, il y a certains moments où, à 110 tests par jour, vous vous retrouviez avec un peu plus de 45 personnes qui étaient positives au Covid-19. Ce qui portait le pourcentage à près de 50%, sur chaque test qui avait été effectué. Aujourd'hui, sur 600 tests, vous vous retrouvez avec des chiffres comme 29 personnes sur 600 ou 40 personnes sur 600. C'est, il faut le dire, nettement mieux aujourd'hui en termes d'infection. Et donc... est-ce des chiffres réels? La question sur les chiffres, en fait, la vérité, c'est que les chiffres ne peuvent pas refléter la réalité du jour. Ils ne peuvent pas refléter la réalité du jour. Parce que quand vous faites vos tests, il y a ces retards. Justement, je voulais y arriver. Vous faites votre test, on vous fait ce prélèvement, vous attendez les premiers 2 jours, donc les 48 heures en laboratoire, et vous mettez donc dans cette longue chaîne d'attente. Vous vous rendez compte? Il y a ce monsieur dont je tais le nom et dont j'ai lu l'histoire, il va se faire prélever, il va attendre 1 mois, 2 jours, on l'appelle pour lui dire, monsieur, votre test est positif. Lui, il était déjà guéri. C'est-à-dire qu'il avait fait, il avait fait la maladie et tout, il s'est débrouillé comme il pouvait. Période d'incubation. Voilà, donc exactement, il s'est débrouillé comme il pouvait, il en est sorti. On l'a appelé 1 mois, 2 jours après pour lui dire, monsieur, votre test, il est revenu positif. Et donc, sur les tests, il y a forcément un souci. Mais il y a lieu de se réjouir sur le ralentissement des infections. Ça, c'est une chose. Et d'ailleurs, saluer aussi que l'ANSS ait finalement accepté de suivre cette recommandation
du conseil scientifique, même si, ça je ne vais pas me fatiguer de le rappeler, Dr Sakoba a dit qu'il avait 40 années à son compteur, qu'il connaissait tellement sa matière qu'il n'avait pas besoin qu'on le conseille. Ouais. Voilà, donc il y a donc ce premier élément. Deuxième élément à prendre en compte, sur lequel on peut bien entendu louer les efforts du personnel soignant, c'est bien, si on peut se le permettre, cette relative stagnation des cas de décès en milieu hospitalier. C'est important de préciser en milieu hospitalier parce que, vous savez, plusieurs personnes se soignent à la maison, d'autres refusent de venir et ça c'est un peu plus d'1 millier déjà de personnes, on parle même d'un peu plus de 2000 personnes qui sont revenues positifs au Covid-19, qui ne sont pas allés se donner aux soins à Donka ou même dans les autres points de prise en charge. Donc, il y a des cas de décès, peut-être même qui sont les plus nombreux que ceux que l'on est en train d'enregistrer, parce que jusqu'à date, on est à 23 cas de décès sur notre territoire. En milieu hospitalier, bien entendu. Sur un peu plus de 4000 cas recensés à date. Je rappelle que le premier cas a été signalé au 12 mars, même si l'on sait, grâce au président de la République, que finalement le premier cas a été signalé le 5 avril, donc le 5 mars, pardon, donc le 5 du même mois. Le président de la République a permis de revenir là-dessus. Pourquoi se réjouir? Troisième élément positif qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que, vous vous rappelez, dans les premières analyses que nous faisions, depuis le départ, nous faisions le comparatif entre la Guinée et les pays qui nous entourent. Pays qui ont connu leur premier cas avant nous, donc avant le premier cas enregistré en Guinée. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Mali. Lorsque vous prenez le nombre de décès, sur le nombre de décès, il faut se réjouir qu'on ait moins de décès en Guinée. Mais attention, il y a une nuance importante à relever toujours. Ce qui fait que sur les chiffres en Guinée, il faut rester très très prudent. Ne pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. C'est important de relever cette nuance-là. Par exemple, sur la Côte d'Ivoire, ils ont plus de cas de décès que nous. Nous en sommes à 23 jusqu'au moment où je suis en train de parler. Pour être très très précis là-dessus, la Côte d'Ivoire, à la date du 7 juin, je crois que c'était donc hier, la Côte d'Ivoire avait 3557 cas, donc revenus positifs, avec 1750 guéris et 36 décès. La Guinée, à la date d'hier, est à 1117 cas. Donc sur le cas des contaminés connus, la Guinée est de loin devant, elle qui est venue après la Côte d'Ivoire en termes de contamination. Première observation. La deuxième observation, sur le nombre de guéris, la Guinée enregistre nettement plus de cas de guéris que la Côte d'Ivoire. Là-bas, ils sont à 1700. Nous sommes ici à 2857 cas. Et ça, c'était à hier. Donc, on peut dire que la Guinée a près de 3000 cas aujourd'hui de personnes guéries pour seulement 23 décès. Ça, c'est le comparatif avec la Côte d'Ivoire. Si vous prenez le cas malien, les décès, c'est encore un peu plus grave parce qu'ils sont à 90 décès à la date d'hier. Vous pouvez donc comprendre que là-dessus, on peut bien entendu se réjouir. Mais encore une fois, si vous prenez les densités, parce que la Côte d'Ivoire, c'est près de 26 millions d'habitants, la Guinée, c'est 12 millions, donc ils font 2 fois plus, et même 2 autres millions qu'on nous donne, donc 2 fois plus la population guinéenne. Si vous prenez par proportion, on peut dire que la Guinée a plus de cas de coronavirus par habitant, et donc de ce point de vue-là, on peut dire que la Côte d'Ivoire fait nettement mieux. Mais par rapport au premier jour, au premier mois, jusqu'au mois d'avril, c'est important de souligner que la Guinée fait beaucoup d'efforts qu'il faut saluer, et ça, c'est surtout au personnel soignant que l'on le doit. Et à cette information qui nous a donné froid dans le dos, alors que l'épidémie prenait un certain tournant, avec la virulence que vous lui connaissiez, avec les premiers cas de décès qu'on a enregistrés, ce que nous avons appris, c'est que côté Donka, il n'y avait que 17 staffs dans le cadre de la riposte, la prise en charge. Que 17 staffs. Et on a peut-être fait un mauvais procès à l'ONG à Lima. Peut-être qu'on lui a fait un mauvais procès. Parce qu'aujourd'hui, dès que Alima a pris les choses en main, parce que c'est important de le dire, aujourd'hui, la prise en charge à 80%, elle est tenue
par Alima à Donka. C'est important de le dire. De 17 staffs, nous sommes aujourd'hui à plus de 800 staffs. Côté Donka, je pense que la clé de ce succès-là, c'est peut-être dû au fait qu'on a multiplié le nombre de 17 à 800, mais c'est loin, beaucoup mieux que ce qui avait été fait jusque-là. Les efforts en termes de mobilisation de personnel se sont accrus du côté de Donka. C'est peut-être une des raisons. L'autre raison de ce succès, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus en train d'attendre les résultats. Ouais. Dans le cas de la prise en charge, dès que vous faites votre résultat et que vous êtes, par exemple, personne suspecte, si vous avez un minimum de signes, automatiquement, vous êtes prise en charge. En tout cas, c'est ce que l'on nous apprend officiellement. Pas côté guinéen, encore une fois, mais côté Alima, c'est important de le préciser. Il y a cette prise en charge qui fait finalement qu'on a moins de personnes qui décèdent de Covid-19 dans notre pays. Et là, il faut pouvoir le saluer, profiter pour encourager le personnel soignant qui, lui, est au front dans le cadre de cette riposte-là. Je pense que c'est comme ça que l'on va réussir à sortir de cette épidémie. En tout cas, nous touchons du bois, nous croisons des bras et même nous levons les mains vers le ciel en attendant de voir ce que ciel nous donnera. C'est le pasteur qui parle ce matin. Oui. Allez-y, mon cher Jacques Liwa. Oui, il faut dire en même temps que par rapport à cette attente, nous l'avons plusieurs fois dénoncé ici sur nos antennes, les attentes des résultats. Mais d'après ce que nous apprenons qu'il y avait pire. Parce qu'il y avait certains qui faisaient tout simplement le test d'accord, qui attendaient, mais ils étaient des porteurs sains. Mais il y en a qui étaient suffisamment malades. Et je crois qu'on a même eu quelqu'un qui nous a remonté des informations comme ça, qui était véritablement malade et qui est parti, qui a fait le test et qui a dû attendre. Donc, avant que cette ONG, d'après donc encore une fois des informations que nous apprenons, n'entre dans le circuit, et même si vous étiez malade, on vous faisait attendre jusqu'à ce qu'on ait le résultat avant, n'est-ce pas, de s'occuper de vous. Ouais. Sauf que maintenant, ce n'est plus le cas. Lorsque vous êtes malade, on vous prend déjà en charge, surtout ceux qui ont des problèmes de respiration. Il y a quand même un élément qu'il faut dire, puisque la dernière fois, il y a l'Agence nationale de la sécurité sanitaire qui a fait une communication autour de sa nouvelle stratégie de riposte, Stop Covid en 60 jours. Si mon information est bonne, je crois que c'est aujourd'hui que ce programme devrait entrer en vigueur. Et ça concerne les quartiers qui sont jugés à Conakry les plus touchés. Il y en a à Matoto, il y en a à Ratoma, il y en a également à Kaloum. Je pense qu'on doit aussi revoir un petit peu cette histoire de couvre-feu, mon cher ami. Oui, mais le couvre-feu, mais quand on dit stop Covid en 60 jours, je crois que c'est encore pour un durcissement de mesures. C'est un renforcement des mesures, mais concernant ces quartiers, d'après ce qui a été... Alors là, pas du tout. Jacques, il ne faut pas être aussi naïf à ce point, sincèrement parlant. Comment ça va être mis en œuvre. Je me pose des questions, comment ça va être mis en œuvre. Mais ce qui avait été dit lorsque l'ANSS a communiqué sur ce plan de riposte, c'était si vous voulez, de mettre ces quartiers-là en une sorte de quarantaine pour leur apporter assistance et que le dépistage y soit fait, que la prise en charge doit être accélérée. En ce moment, il n'y aurait plus problème de suivi de contact parce que les gens sont dans le quartier, ils ne sortent pas. Évidemment, quand la communication a été faite, on s'est posé énormément de questions. Comment ça peut être possible? Parce qu'on parle, par exemple, d'un quartier comme Bessia. Lorsque vous dites que vous allez encadrer Bessia parce que c'est jugé à Matoto comme étant l'un des quartiers les plus touchés. Quand vous allez à Bessia, on vous dit mais c'est quel Bessia? Parce qu'il y en a tellement. Et puis les gens, ils bougent. Vous venez, vous allez encadrer un quartier et vous n'êtes pas sûr que lorsque vous aviez pris vos mesures pour encadrer un quartier, quelqu'un n'est pas sorti pour aller dans l'autre Bessia ou peut-être même dans un autre quartier de Matoto. Donc, c'est assez compliqué. Encore une fois, bien entendu, si c'est bien préparé avec les chefs de quartier, ça peut être facilité. Sauf que au moment où nous sommes en train de parler, il y a ce problème de chiffres, puisque je voulais y revenir. Désormais, puisqu'on a décidé de nommer des quartiers, en mettant des quartiers les plus touchés. Il faudrait que la communication autour des chiffres puisse aussi être assez précise. Qu'on puisse, là, ça pourrait permettre, n'est-ce pas, aux citoyens de comprendre est-ce que Bessia est toujours un quartier plus touché.
Parce que si on a des précisions comme ça, les gens peuvent de plus en plus avoir de l'assurance. Mais sur quelle base en fait ces statistiques? Bon, on ne sait pas, mais ils ont fait une cartographie. Ouais. À travers cette cartographie, ils sont arrivés à cette conclusion qu'il y a des quartiers à Conakry qui étaient jugés comme étant les plus touchés. La dernière information que je voudrais relayer, parce que hier j'ai eu des échanges avec un membre du personnel médical de Bokeh, où on m'apprend, puisque là-bas il y a 2 cas confirmés qui avaient été pris en charge au niveau du service d'urgence de l'hôpital régional. Et il avait été envisagé que tout le personnel, tous les médecins qui avaient participé à cette prise en charge soient suivis par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Et c'est au moins 7 cadres de cet hôpital. Ils sont de l'urgence, de la pédiatrie, mais également du laboratoire. Sauf que depuis que les 2 cas confirmés ont été transportés sur Conakry, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun suivi réel pour ces médecins. C'est vrai, c'est un personnel médical, mais il faut qu'il y ait un suivi particulier. Ils n'ont pas de contact avec l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. La quarantaine qui avait été envisagée n'a pas été possible. Du coup, ils continuent de vivre comme d'habitude avec les autres. Comme ça se passe d'ailleurs aussi dans d'autres villes, du côté de Kindia. Avec leurs familles dans les quartiers. Ouais. C'est vrai, on est en train de concentrer des efforts ici à Conakry avec ce plan de riposte Stop Covid-19. Mais on est en train de voir qu'il y a des cas qui sont en train d'exploser à l'intérieur du pays. Vous parliez de Kindia, c'est effectif. Il y a des cas, des cas importants qui sont aujourd'hui signalés à Kindia. Surtout qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, en fait. Parce que, oui, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Moi, j'écoutais Fassili Konaté parce que la chaîne de solidarité était du côté de Lola et ils sont allés voir des familles. Et il y a des confessions à dire. Oui, on nous demande d'isoler, mais on ne peut pas les confiner, ces familles-là, parce qu'on n'a rien à leur donner. Donc, qu'est-ce que l'ANSS fait de ce côté-là en ce qui concerne ces familles? Parce que c'est bien beau de dire on va essayer de confiner les gens, mais si vous n'avez pas de mesures d'accompagnement, ça devient très compliqué. C'est pourquoi je me pose la question pour le plan de riposte Stop Covid-19 à Conakry en 60 jours. Comment on va confiner les quartiers? Mais c'est pour ça que je posais la question à Tamba aussi, qui y croit comme faire. Allez-y. Merci. Les grandes gueules. Qui croit dur comme faire. Vas-y, Apparemment, tu veux que je parle là-dessus. Non, mais pas du tout. Non, mais Lamine là-dessus. Je suis en train de dire que vous êtes naïf. Non. C'est aussi simple que ça. Je vais vous dire, la seule chose à laquelle je crois en cette ANSS, en termes de communication, c'est bien cette cartographie. Je vais vous dire. Mais sur quoi? Exactement, c'est ce que je vais dire maintenant. Ils ont des médecins enquêteurs. Ici, nous en avons eu. Vous vous rappelez? Ici, nous en avons eu. Et c'est même très simple. Quand vous tombez malade, on sait où vous habitez. Dans votre fiche médicale, on sait de quel quartier vous venez. Donc, c'est très, très facile de répertorier le nombre de malades par quartier, donc par commune aussi, et de savoir lesquels sont les plus contaminés. Mais certainement, il y a des choses à dire sur ce plan Stop Covid en 60 jours, j'y reviendrai. Ouais, c'est de la propagande. Je suis désolé. En tout cas, j'ai des questions. C'est de la propagande. C'est aussi simple que ça. Franchement, j'ai beaucoup de questions, en tout cas. Voilà. Allez, des avancées dans l'affaire de viol de la fillette de 2 ans, Moussa Moïsila, à Yimbaya. Vous nous apprenez ce matin, le présumé auteur donc du viol est aux arrêts. Moussa, une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle pour nous autres qui sommes intéressés à ce dossier. Vous savez, la mère de la fillette en question est passée dans cette émission. Ce que les gens ne savent pas, la mère de la fillette est la fille du doyen Nafiou. Nafiou, pour ceux qui sont de la presse, ils savent que c'est un journaliste, un doyen, mais qui a un handicap visuel. Effectivement, Donc, il est malvoyant. Et c'est donc quelqu'un qui se débrouille avec sa petite famille qui vit au jour le jour. Sa fillette a été violée par le voisinage, par un jeune du voisinage. C'est-à-dire que les maisons sont, comme vous connaissez nos différents domiciles, les maisons, les domiciles sont... Les grandes gueules. Le jeune, après avoir commis donc sa forfaiture, a disparu. Son tuteur est un béret rouge qui travaille au Bata. Ce qui a fait beaucoup plus mal à la famille, c'est un peu le fait que de façon assez irrévérencieuse, si je peux le dire ainsi, ou de façon condescendante, le tuteur du jeune qui est à l'origine du viol, puisque c'est un corps habillé, il s'est mis dans le quartier à défier la famille victime. Effectivement.
défier la famille victime en portant en aboyant sa tenue militaire. Quand il monte le gros bras, il descend. Parce que j'ai été au quartier. Je connais la famille, j'ai été au quartier, j'ai été voir. C'est-à-dire que le malvoyant, le doyen était sous pression, sa fille était violée, la mère également sous pression. À cette pression est venue s'ajouter cette perspective d'expulsion de la famille en cette période aussi difficile. C'est-à-dire que le concessionnaire qui est très malade a confié à ses enfants que cette famille, la famille du doyen Nafiou, pour aucune raison ne doit pas être mise dehors, qu'il faudrait, alors que le loyer qui est à 450 000, que ce loyer soit maintenu, quel que soit ce qui arrivera, parce que il sait, le propriétaire des lieux, il sait que c'est une famille très pauvre. Alors, puisque les concessionnaires ont demandé à la famille victime de ne pas ébruiter le dossier, genre votre fille est violée, taisez-vous, n'en parlez pas, on règle à l'amiable. La mère dit non, il faut que j'en parle, il faut que je saisisse les autorités. Et puisque cela a été fait, les concessionnaires disent on vous mettra dehors. Je pense que c'était encore une deuxième injustice. C'est de la folie. Et actuellement, c'est une épée de Damoclès qui est sur la tête de cette famille du doyen Nafiou. Alors, la femme va saisir la gendarmerie, va saisir le projet. C'est pas possible. La peur doit changer de camp. Exactement. C'est pas possible. Moi, j'ai dit à la dame, mais vous ne pouvez pas être victime doublement. Votre fille est violée. C'est pas possible. Ensuite, c'est une honte. On vous met la pression, comme quoi, si vous ébruitez le dossier, on vous mettra dehors. Vous accepteriez de fermer la bouche? Au moins votre fille elle souffre. Vous-même, vous me confiez qu'elle a un début d'incontinence urinaire. Elle n'a que 2 ans. Vous avez été voir comment on appelle, le professeur Hassan, qui a fait son examen, qui a conclu dans le rapport dont j'ai copié que la fille a été déflorée. Vous allez vous taire une mère de famille? Vous ne pouvez pas le faire. Elle a pris son courage à deux mains, elle est venue, elle a témoigné. Le travail a été dur. C'est pourquoi il faut quand même remercier l'officier de la gendarmerie Fadima Kourouma de Kaloum avec son responsable Bernard. Au sein de la gendarmerie, il y a quand même une certaine élite. Ils ont travaillé sur le dossier. Ils ont eu également face à un véritable obstacle. Comment arrêter le jeune fils, qui est sous le tutorat d'un homme habillé, d'un corps habillé, et qui de plus était militaire du bâtard. Le monsieur a dit, mais ça n'ira nulle part. Mais la gendarmerie a procédé par étapes. Parce que c'est un militaire, il faut saisir le haut commandant, le général 4 étoiles. Le général 4 étoiles, à son tour, qui saisit le ministre de la Défense. Le ministre, le chef d'état-major général des armées. Ensuite, le ministre de la Défense, qui donne l'ordre à la hiérarchie de ce militaire afin qu'il se présente. Ce qu'il a fait finalement parce qu'il était acculé par sa hiérarchie. Il faut quand même saluer aussi cette volonté affichée du ministère de la Défense. Parce que sous d'autres cieux, dans d'autres dossiers, on n'a pas vu le ministère de la Défense se bouger. Mais ils ont mis la pression, ils ont dit au béret rouge, tu te présentes parce que c'est un cas de viol et c'est un crime. Soit tu fais sortir le jeune et tu le mets à la disposition des autorités qui font l'enquête, ou bien tu répondras de ce crime. C'est ainsi que finalement, ce week-end, il savait où se trouvait le jeune. Il va indiquer aux enquêteurs et les enquêteurs vont pouvoir mettre la main sur ce jeune. C'est un jeune qui a entre 16 et 17 ans. C'est pas possible. Ça doit être une leçon pour toutes ces familles. Vos jeunes filles, lorsqu'elles partent regarder la télé chez le voisin, lorsqu'elles partent dans la chambre, ayez toujours un œil sur votre fille. C'est très important. Parce que et moi, ce qui me cœur de plus, je ne veux pas comprendre quand même que le concessionnaire demande à ce que la dame vide l'appartement. C'est pas possible. Mais ça ne se fera pas. Parce que nous aussi, nous veillons. Il y a des ONG qui se sont ajoutées à la chaîne autour de la dame. Mais je trouve que ces concessionnaires, ils doivent savoir garder raison et respecter au moins les volontés de leur doyen, qui est quand même le véritable propriétaire des lieux. On ne peut pas quand même mettre quelqu'un qui a atteint d'handicap visuel, un malvoyant, et sa famille dehors, une famille victime de viol. Je pense que c'est irresponsable et ça ne se fera pas parce que nous veillerons là-dessus. Il faut aussi souligner une chose. Ce militaire, il aurait pu, en tant qu'homme à corps habillé, il aurait pu être le premier à se lever, à prendre le jeune et aller vers les autorités, vers les enquêteurs. Parce que c'est cela la responsabilité d'un homme en uniforme. Tu es là pour défendre le citoyen. Tu es là pour défendre le civil. Quand tu entends que celui que tu protèges est l'auteur d'un viol, eh bien, pour mener les enquêtes, pour faciliter l'enquête, tu le mets à la disposition des autorités et tu te comportes
un homme responsable, pas en défiant la famille qui est victime. Surtout. Mais parce qu'on est en Guinée, on se dit tout est permis. C'est simple, c'est l'explication qu'il faut trouver. Hein. C'est l'info que je voulais donner. Il faut quand même être assez. Il faut avoir les yeux ouverts pour tous ceux qui ont leurs jeunes filles et ceux qui souffrent également de ce lourd silence. Ouvrez la bouche. Brisez le silence, ouvrez la bouche. Ne soyez pas doublement victime. Ouais. Allez-y, Tamba. C'est une jungle, hein. Nous sommes dans une jungle. Moi, je trouve pas d'autres mots pour ça. Sinon, comment déjà un garçon de 16-17 ans, en fait, tout le monde a compris. Ceux qui lisent, ceux qui ne lisent pas, ceux qui suivent l'actualité, ceux qui s'en foutent, tout le monde a compris qu'on peut tout faire quand on a quelqu'un quelque part. Je pense que c'est ce qui explique ce à quoi nous sommes en train d'arriver. Il y a quelques mois en arrière, c'est le même Moussa Moïse qui a porté ici sur ses antennes le cas de la femme violée à Sigiri. Effectivement. Elle a été violée. Par qui? Par des militaires. Je sais pas que militaires, gendarmes, là-bas. Voilà, militaires, filmés. Les grandes gueules. Et puis on lui dit, si tu parles, on balance tout. Dans sa chair totalement déchirée, elle va décider de braver toutes ces menaces-là. Mais vous savez ce qui s'est passé par la suite. C'est sa mère, c'est son père qui lui disent, écoute, si tu veux nous honorer, ne sors pas avec cette affaire-là. Nous sommes dans cette société où même ceux qui doivent se plaindre préfèrent se taire par peur de représailles. Justement. Une bonne société ne devrait pas être ce qu'elle est devenue, malheureusement. Et sur ce cas que nous avons, parce qu'il est militaire, celui qui est censé protéger le citoyen, celui-là même, parce qu'au-delà du policier et du gendarme, il faut comprendre que l'engagement du militaire est encore au-dessus. Mais il envoie son corps, il envoie sa vie pour défendre et le citoyen et la nation. Le militaire, c'est quelque chose de particulièrement sacré, qui a une compréhension, mais je vous dis, il a compris le sens de l'engagement et du don de soi. C'est ça le militaire. Si le gendarme et le policier s'occupent de sécurité dans la ville, le militaire va affronter les ennemis de la nation et des citoyens. Ça, je pense que ça devrait être compris. Mais c'est celui-là même qui va protéger chez lui, donc garder par devers lui quelqu'un qui se rend coupable de crime dans une telle situation. Je pense que quand on arrive à une telle... parfois, on manque de mots. Tu as l'idée, tu sens ta douleur, tu la ressens, mais tu n'as pas les mots pour l'exprimer. Je pense que c'est là qu'on se retrouve. Et quand on en parle, c'est pas qu'on veut vendre en mal l'image de notre pays, mais ce qui se passe ici est inacceptable. Je pense que ça devrait émouvoir tout le monde. Ce propriétaire de maison qui dit, si tu en parles, je te sors de ma... Lui, il vient d'où? Les grandes gueules. Il vient d'où? Est-ce qu'il peut il peut développer une certaine empathie et se mettre à la place des victimes? Une mère qui pleure, qui voit sa fille, mais quand vous voyez votre fille souffrir comme ça, vous le vivez comment, vous, en tant que mère? Ça, je pense qu'il faut faire de ces cas de viol qui deviennent récurrents, des cas d'école en termes de répression dans notre pays. Parce que on est en train de dire veillez sur vos enfants. Ça doit servir d'exemple. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Vous pouvez veiller sur vos enfants partout, à n'importe quel moment. Non, pas du tout. Si peut-être aujourd'hui nous avons échappé, nous avons nos sœurs qui ont échappé à cela, mais elles ont toutes été exposées à cela malgré la vigilance de nos mères et de nos pères. Donc à la fin, j'ai envie de dire, comme on dit chez nous, quand un coq naît pour chanter, l'aigle ne le voit pas. Je pense que c'est ce qui a sauvé nos sœurs et même certains d'entre nous de certains abus sexuels. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui on parle de petites filles, mais il y a des cas où ce sont des garçons. Évidemment. Qui ont été abusés pour toute la vie. On vous dit aujourd'hui elles souffrent de quoi? D'incontinence urinaire. Lamine, j'ai vu cette maladie. Bien. Allez, Tamba, merci beaucoup. Voilà, mettez le cœur de côté. Allez-y, mon cher Jacques. Oui, je pense qu'il faut qu'on mette un peu la lumière désormais sur les efforts qui sont en train d'être fournis par tous les services qui participent à la lutte contre le viol dans notre pays. Je pense notamment à l'Oprogem qui fait des communications ponctuelles sur quelques cas
Mais je pense que ce sont les cas seulement qui sont acheminés vers les structures appropriées. Mais il y a des cas qui ne sont jamais signalés. Je pense que lorsqu'il y a une véritable communication, ça peut continuer à lutter davantage contre ces pesanteurs socio-culturels qui empêchent, n'est-ce pas, que certaines familles déclarent, n'est-ce pas, les cas de viol dont leurs enfants sont victimes au niveau de la police. Ça peut être fait parce qu'il y a quand même des condamnations. À un moment donné, on répétait ici ces propos de la députée Tata qui avait... C'était des propos extrêmes, mais je pense, même si on ne part pas vers ça, mais lorsque nous avons un coupable, je crois à un moment donné, il faut l'afficher. Je vois. C'est-à-dire il faut l'afficher publiquement pour dire voici un des violeurs de la République. Ça peut aider que son image circule partout, sur les réseaux sociaux, sur les médias classiques, que tout le monde ait à l'idée c'est qui le violeur parmi nous. Je pense que ça peut être très important. Ça, c'est du populisme, Jacques Léoline. Non, mais ça peut... Non, c'est très important. Il y a des personnalités célèbres qui se sont rendues responsables des viols. Il y a eu une campagne de médiatisation sur leur personnalité et finalement leur image a été connue comme telle. Donc des individus qui ne sont pas très connus là, lorsqu'on en parle, lorsque la justice établit, je dis encore une fois, lorsque la justice établit qu'il est vraiment qu'un individu s'est rendu coupable de viol, il faut l'afficher. Il faut l'afficher publiquement pour que les gens soient suffisamment informés de qui il est dans la société. Bien. C'est ça aussi un petit peu la petite force de cette émission. On essaye d'entendre Jacques Léoline comme vous l'avez jamais entendu. On ira dans la deuxième partie du côté de Mali, madame et monsieur. Mahmoud Dicko, c'est l'imam qui secoue évidemment le Mali. On va entendre évidemment ce sujet dans la deuxième partie de l'émission. Abdoulaye Kanté est policier du côté de la France, dans la Haute-Seine. Et puis d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci dans la deuxième partie de l'émission. Vous êtes sur Radio Espace. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.